Bonjour tout le monde, j'ai très peu de temps pour vous expliquer une stratégie qui est utilisée avec énormément de succès par les mouvements islamistes internationaux pour causer de la déstabilisation des sociétés arabo-musulmanes vivant à l'étranger avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est augmenter leur rang, augmenter le volume de leur rang, puis d'un autre côté, utiliser les sociétés, les parties, les fragments de sociétés arabo-musulmanes vivant en Occident pour déstabiliser l'Occident lui-même. Alors, la technique est utilisée avec énormément de succès, c'est très répétitif, je vais vous expliquer, c'est très facile. Alors, comme toute stratégie gagnante, parce que c'est une stratégie qui gagne, c'est une stratégie qui est très puissante, elle se base sur des phénomènes naturels. Vous ne pourrez jamais construire une stratégie gagnante si elle n'est pas basée sur quelque chose qui vient de l'intérieur des gens. Je vous explique. Quand des gens arrivent de nos sociétés vers les vôtres, ils traversent naturellement des moments d'interrogation. C'est normal, c'est même très sain, c'est normal quand on parle d'une société. Toi aussi, si tu pars de France ou de je ne sais pas d'où, tu vas partir au Japon par exemple, viendra un moment où tu vas t'interroger parce que tu feras face à de nouvelles valeurs, tu feras face à de nouvelles coutumes, etc. Puis il va falloir les intégrer dans ta sensibilité. C'est normal, c'est quelque chose d'inévitable. Donc voici déjà un premier élément naturel. À ce moment-là, arrivent les islamistes. Ils arrivent à porter des réponses. Mais alors attention, ils vont essayer d'aiguiller la personne vers ce qui est, d'après eux, dans la manière dont c'est vendu, l'aiguiller vers quelque chose, vers sa vraie culture, vers sa vraie tradition, vers sa vraie religion. Mais en fait, ils vont lui vendre de ça que des aspects complètement artificiels, inventés relativement récemment, comme le voile. Moi, j'ai jamais vu de voile avant 1979. Le premier voile que j'ai vu en Algérie, c'était en 79-80. J'étais gamin à l'époque. L'Algérie était un pays plein de musulmans depuis 1000 ans et il a fallu attendre le début des années 80, après la révolution iranienne en 79, pour voir les premiers voiles. Vous pouvez regarder la télévision, les enregistrements de la télévision algérienne datant de 70-60. Vous pouvez regarder les photos, les cartes postales, les livres, tout ce que vous voulez. Vous ne trouverez pas un seul voile en Algérie durant les années 60 et 70. Il faut attendre la fin des années 70, début des années 80 pour voir les premiers voiles. Donc, ce que je dis, ce sont des choses qu'on peut très facilement vérifier. Donc, en fait, ils ont créé des éléments extrêmement artificiels. Et il y a d'autres éléments qui ne sont pas artificiels, mais qui ne sont pas, on va dire, la première chose par laquelle on commence quand on arrive dans un cheminement spirituel ou religieux. Et en fait, ce que je cherche à dire par là, c'est qu'ils vont prendre les éléments qui séparent les gens. C'est-à-dire que je vais me mettre un voile, donc je vais te choquer. Je vais... moi-même, j'ai vu il y a quelques temps des femmes venant du Yémen, elles avaient en plus du voile, elles avaient un masque en fer. Il y a des endroits où elles mettent un masque en fer. Venant d'une société arabo-musulmane, je vous assure que j'ai été choqué. J'étais extrêmement choqué, j'avais la bouche ouverte quand j'ai vu la nana. Et je me demande comment les Occidentaux vont l'apercevoir. En fait, ça crée déjà une première réaction de rejet, c'est très important. On va insister sur la bouffe, on va insister sur un certain nombre d'éléments qui font que je ne peux pas m'asseoir à ta table, tu ne peux pas t'asseoir à la mienne, je ne peux pas manger ton sandwich, je ne peux pas partager ma bouffe avec toi, je ne peux pas te serrer la main, etc. Et en fait, on va créer que des éléments qui vont faire en sorte que les gens ne peuvent pas communiquer, que les gens ne peuvent pas se rapprocher. Donc, c'est la première étape, on va dire. J'ai vu énormément de gens passer par cette étape-là, et puis une fois qu'ils passent par cette étape, on connaît tout de suite les suivantes. Qu'est-ce qui va se passer? La société d'accueil va commencer à développer un certain nombre de réflexes de rejet qui sont tout à fait naturels, tout à fait humains aussi. Regardez le fait qu'on se base que sur des éléments humains et naturels. On se base pas sur on se base sur très peu d'éléments artificiels. Les réactions sont toujours humaines. Qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes qui croient revenir vers adopter leur culture d'origine ou adopter leur religion d'origine vont commencer à se sentir isolés, vont commencer à se sentir rejetés, discriminés, etc. Il y a un début de ce sentiment qui arrive. À ce moment-là, il y a deux discours. Il y a deux discours et vous allez voir comme les deux discours se rejoignent et comme les deux discours se complémentent. Premier discours des bien-pensants occidentaux. Les bien-pensants occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'aller chercher dans le fond du problème pourquoi il y a ce rejet, ils vont chercher à accuser les gens qui sentent ce rejet-là, les accuser de tous les maux. Les traités de racistes, les traités de nazis, les traités de haineux, de tout ce que vous voulez. Bien sûr, les gens rejetés perçoivent ce discours. Ils se disent, ah, tu vois, la société d'accueil dans laquelle nous sommes est une société faite de haineux, faite de racistes qui nous rejettent. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième discours, il vient d'où? Il vient des islamistes eux-mêmes, en leur disant,
Vous voyez comme ils vous détestent, ils vous ont toujours détesté, ils vous ont jamais aimé. Ces gens-là, vous n'allez jamais vous intégrer avec eux, vous n'allez jamais réussir avec eux. Ils veulent pas votre réussite, ils veulent pas votre intégration, ils veulent voilà. Vous voyez le discours. Donc on a deux discours qui sont parallèles, qui sont complémentaires. Donc la victime, je dis victime, mais c'est aussi une personne qui a un côté victime et qui a un côté aussi, elle collabore à sa propre victimisation. Ce qui se passe, c'est qu'elle entend le même discours. Elle l'entend chez les occidentaux, elle l'entend chez les islamistes. Donc les discours entendus de sources totalement indépendantes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à se renforcer l'un à l'autre. À ce moment-là, les islamistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent une couche. Mais maintenant, puisqu'ils te rejettent, ben viens vers nous, nous sommes ta vraie société, nous sommes les gens qui t'aiment, nous sommes ta vraie communauté, etc. Donc la personne commence à glisser de plus en plus vers l'islamisme. Ça signifie qu'elle commence, regardez bien le schéma, elle commence par des éléments de rejet, par des éléments qui n'ont aucun autre but que de la faire rejeter par la société d'accueil. Les gens qui lui mettent ça dans la tête, dans le but qu'elle se fasse rejeter. Parce que c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent une chose, qu'une personne qui s'intègre est une personne perdue pour les islamistes. Donc, ils préfèrent des gens qui ne s'intègrent pas. Et pour qu'elle ne s'intègre pas, il faut qu'elle soit rejetée. Donc, ils leur mettent dans la tête des éléments qui font que le rejet est automatique. Ok, la personne est rejetée, elle commence à glisser de plus en plus vers les islamistes, et là, on commence à lui donner des éléments encore plus concrets de rejet. Alors, par exemple, moi j'ai vu des gamins recevoir des baffes parce qu'ils parlaient la langue locale. Un gamin sort jouer dans la rue, il apprend un mot de français, d'allemand, de néerlandais ou autre, il rentre à la maison, il le répète, paf, la claque. Pourquoi? Il ne faut pas qu'il parle la langue du pays. Ça permet effectivement de l'isoler encore. J'ai vu des parents interdire, j'ai des gens qui m'écrivent pour témoigner de ça. Il y a des familles qui ont immigré du Maghreb, qui ont immigré en Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Le père, le chef de famille, interdit par exemple à sa femme d'aller à des cours pour apprendre la langue du pays. Il ne veut pas qu'elle apprenne la langue du pays. C'est très important pour rester toujours isolé. Alors, les islamistes, ils gagnent sur deux terrains. Ils gagnent sur le terrain qu'en fait, ces gens-là, qui deviennent, de toute façon, qui deviennent des échecs au niveau social et économique, parce que tu ne vas pas me dire que tu peux socialement, économiquement évoluer si tu es de toute façon rejeté, coupé de la société humaine dans laquelle tu vis. Donc, de toute façon, c'est foutu pour toi. Et deuxièmement, tu deviens aussi un poids sur cette société, parce qu'il n'y a qu'une seule manière de faire avec toi, c'est de te payer ta nourriture, payer ton loyer jusqu'à ta mort, à toi et aux générations qui te suivent, comme on voit par exemple en France. Alors, j'avais vu à Genève une fois une exposition sur les bombes antipersonnelles, et j'ai vu une bombe antipersonnelle de la taille qu'ils jettent par avion en grande quantité, de la taille d'un iPhone. J'ai posé la question, est-ce que ça tue? Et la personne m'a répondu non, elle tue pas, aucune chance de mourir avec ça. Et justement, elle est conçue pour ne pas tuer. Elle est conçue pour faire quoi? Pour t'arracher une jambe ou t'endommager les deux jambes de manière très grave. Mais elle te laisse en vie, c'est très important. Pourquoi? Parce que le fait d'être blessé et d'être une charge sur ta société, eh ben, c'est le but qu'on cherche avec ce genre de bombe antipersonnelle-là. Eh ben, c'est exactement le type de bombe antipersonnelle qu'utilisent les islamistes. C'est-à-dire qu'ils prennent des gens qui sont normalement, qui ont un corps qui est normal, qui est intact, qui pourrait aller travailler, qui pourrait apprendre un métier, qui pourrait participer à leur société. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des éclopés, on en fait des sortes d'handicapés sociaux à vie. Parce que ne me dites pas qu'une femme avec un voile et un masque de fer ou des choses équivalentes peut travailler. Ne me dites pas qu'un type qui ne serre pas la main des autres, qu'un type qui vit dans la peur, que des enfants qui ne parlent pas la langue peuvent s'intégrer. Ils ne peuvent pas s'intégrer. Mais en fait, ils cultivent leur échec en disant les autres nous haïssent, les autres ne nous aiment pas. Et ils entendent ce discours des deux côtés. Ils entendent ça de la part de la presse bien pensante qui leur dit que les autres sont des racistes qui vous détestent. Et ils l'entendent de la part des islamistes qui leur disent c'est ce qu'on vous répète depuis toujours. Ils vous haïssent, ils vous détestent ces gens. Et voilà. Et ça crée des phénomènes que vous connaissez très bien, bien entendu. C'est un schéma qui se répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans pas trouver de limite. Il faut le briser quelque part. Mais il faut aussi que les gens, les victimes de ce système-là, il y a plusieurs niveaux de victimes. Les Occidentaux sont des victimes. Les gens qui émigrent et qui se retrouvent sous l'influence néfaste de ces islamistes sont aussi des victimes. Il faut qu'elles se rendent compte que ces islamistes sont en train de travailler à leur perte. Ils veulent leur échec. Ils veulent leur échec parce qu'ils savent que échec signifie pas d'intégration, et pas intégration signifie échec. Donc les deux éléments se rejoignent, si vous voulez. Et voilà, je ne sais pas où ça va finir cette histoire.